Bonjour et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous où nous allons vous proposer des coups de cœur, des lectures, des présentations de jeux vidéo et toute la magie qui fait la médiathèque Astrolabe. Aujourd'hui, à l'occasion de la rentrée littéraire, je vais vous proposer deux de mes coups de cœur. En sachant que les éditeurs ont édité donc cette année plus de 500 romans, dans les 75 premiers romans, j'ai choisi Mon mari de Maud Ventura. Tout d'abord, vous présenter Maud Ventura en quelques mots. C'est une journaliste de 28 ans qui s'est spécialisée au départ dans la radio. Elle a travaillé à France Inter. Depuis quelque temps, elle est à l'origine du podcast La La La, qui traite de ce sujet qui la passionne, qui est les histoires d'amour, enfin l'amour en général. Son premier roman, donc Mon mari, qui est édité aux éditions L'Iconoclaste, est vraiment quelque chose de totalement inattendu dans une thématique vue et revue. Vous allez me dire, l'amour on sait, les histoires d'amour on sait. Là, c'est très original, c'est une langue, une écriture fluide, rapide. Et il y a quelque chose de très, de très spécial dans cette femme de 40 ans qui a tout pour être heureuse, mariée, 2 enfants, professeur, très belle maison, un côté très Desperate Housewife. Elle est avec son mari depuis des années et sa particularité, c'est qu'elle est folle amoureuse de son mari. Et ce qui la passionne dans la vie, c'est d'entretenir cette flamme, cette passion, parce qu'il n'y a pas intérêt à ce que l'amour meure. Donc c'est tout un quotidien avec des stratagèmes pour se convaincre et pour être sûr que son mari l'aime toujours. Je vais vous présenter quelques extraits sous forme de lecture qui vous donneront une petite idée de l'ambiance du livre. A tout de suite. Nous terminons le repas accoudés aux fenêtres dans la fumée des cigarettes et l'arôme du vin rouge. Nous décidons de prolonger la soirée avec un jeu de société. À un moment de la partie, il faut associer chaque joueur à un fruit que l'on doit ensuite faire deviner à son équipe. C'est alors que mon mari choisit pour moi la clémentine. J'essaye de ne pas laisser voir à quel point je suis blessée. Cherche-t-il à me taquiner ou à me faire réagir ? Je le questionne d'un ton léger, sans insister. Il me répond qu'il ne saurait pas expliquer pourquoi il a choisi ce fruit pour moi, mais qu'il me va bien. Et mon mari se lève dans la foulée pour se resservir du vin. Est-ce une coïncidence ou le fruit de la confrontation ? Je connais mon mari, je connais la finesse de son regard, je connais sa perspicacité et la justesse de ses associations d'idées. Je connais la facilité avec laquelle il arrive à croquer une personne en 1 ou 2 formules. Je dois me rendre à l'évidence. L'homme avec qui je suis mariée depuis plus de 10 ans pense que je suis une clémentine. Pour Louise, mon mari choisit l'ananas. Sous mes yeux, il associe la femme de son meilleur ami à un fruit estival et exotique, acidulé et généreux. Il la mêle à l'Amérique latine et sous-entend, j'en suis sûre, qu'il n'est pas insensible à la chair juteuse de cette plante tropicale. Mon mari considère que son meilleur ami est marié à un ananas, tandis que lui a épousé une clémentine. Il vit avec un fruit d'hiver, un fruit banal et pas cher, un petit fruit ordinaire qui n'a ni la gourmandise de l'orange ni l'originalité du pamplemousse. Un fruit ordonné au quartier, pratique et facile à manger, prédécoupé, prêt à l'emploi, fourni dans son emballage. Bien que mon mari ait bu plus que moi, je refuse de prendre le volant en retour. Je ne suis pas en état de conduire, je suis bien trop contrariée par l'incident de la clémentine. Je voudrais des explications, mais je suis encore trop bouleversée pour évoquer le sujet frontalement. Même les lumières noires et blanches de la ville à travers la vitre ne parviennent pas à m'amadouer. Je ne prononce pas un mot du trajet. C'est dramatique ces histoires de clémentine. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez un peu saisi l'état d'esprit de cette femme. Je ne dirais pas qu'elle est folle, mais elle est obsédée par son mari, par ce qu'il fait, par ce qu'il ne fait pas. Et la fin
est vraiment, je ne vais pas dire inattendu, mais en tout cas, moi je vous dis que dans ce couple, je me demande bien qui est le plus fou de l'autre. Voilà. Et me revoici avec mon deuxième coup de cœur. Il s'agit de Mon maître et mon vainqueur, qui est le 4e roman d'un auteur assez jeune, 34 ans, François-Henri Désérable. Donc il est édité chez Gallimard. De quoi nous parle Mon maître et mon vainqueur? Eh bien, ça nous parle de littérature, ça on peut le dire. Ça nous parle, l'introduction, enfin le début de l'histoire, un juge qui est en train d'interviewer, enfin de questionner un témoin sur une enquête. Il est question d'un cahier, il est question d'un pistolet. Et le narrateur, donc, qui est donc ce témoin, va nous dérouler l'histoire de son ami Vasco, qui est conservateur à la BNF, Bibliothèque nationale de France. Ouais, ça parle aux bibliothécaires, mais pas que. Qui va tomber amoureux de Tina, qui est une jeune comédienne, qui est maman de 2 jumeaux, en bas âge quoi, et qui va bientôt se marier. Donc c'est une histoire d'amour, encore, oui, bravo, mais elle est traitée sous un angle culturel. Je trouve que l'écriture, le style, on est dans de la... Je ne vais pas dire que le reste n'est pas de la vraie littérature, mais on sent le travail autour de la littérature, autour des... Enfin, ça nous parle de Rimbaud, ça nous parle de Verlaine, ça nous parle des trésors que l'on peut trouver dans les réserves de la BNF. Il va se passer des scènes torrides d'ailleurs dans ces réserves. Donc c'est vraiment une histoire, c'est un peu une enquête, c'est une histoire d'amour passionnel, c'est des écrits de littéraires, enfin d'auteurs de littérature célèbres. Bon, c'est passionnant, enfin moi ça m'a passionné, j'ai trouvé ça super bien écrit, super bien amené, enfin le mieux je crois que c'est que je vous fasse quelques lectures pour que vous vous rendez compte de l'ambiance de ce livre. A tout de suite. Donc là, on est à la BNF, dans une salle bien rare et précieuse. En tout cas, on y trouve des livres très précieux. Vasco est allé chercher l'exemplaire original des poèmes saturniens, qu'il a posé entre les mains de Tina. Les mains de Tina qui tremblaient l'ont ouvert, et Tina, les yeux écarquillés comme ceux d'un enfant, a commencé à lire les poèmes du recueil. Elle les a lus dans l'ordre. Résignation, Nevermore, Après 3 ans, Vœux. Elle les lisait en silence, à voix basse, avec recueillement, comme on prie. M'a dit Vasco, dont le récit jusqu'alors concordait avec celui de Tina, mais à partir de là, les événements tels qu'ils me les ont rapportés divergent sur un point. Un tout petit point, mais qui n'est pas anodin. À partir de là, Vasco assure que Tina l'a embrassé. Or, Tina soutient que pas du tout. Au contraire, ce premier baiser, c'est de lui qu'il est venu. C'est lui qui en a pris, disait-elle, l'initiative hasardeuse. Et chaque fois que l'un ou l'autre me racontait cette histoire, l'un comme l'autre, ça ne loupait pas, me demandait de prendre parti. Et moi, je suspendais mon jugement. Mais vous, j'ai dit, vous êtes juge. Je vous laisse en juger. Mets ton front sur mon front et ta main dans ma main. Et fais-moi des serments que tu rompras demain. Et pleurons jusqu'au jour, ô petite fougueuse. C'est le dernier tertiaire de Lassitude, le 5e des poèmes saturniens. Et Tina, qui avait lu les 4 premiers poèmes à voix basse, et qui même avait lu les vers de Lassitude à voix basse, tous sans exception, les 2 quatrains et le premier tercet, eh bien là, celui-là, ce premier vers du dernier tercet, elle l'a lu à voix haute. Distinctement, elle a dit « Mets ton front sur mon front et ta main dans ma main ». Alors Vasco, évidemment, il y a vu comme une invitation, une injonction. Et qu'est-ce que vous auriez fait à sa place? Peut-être bien que vous auriez fait exactement ce qu'il a fait. Peut-être bien que vous auriez mis votre front sur son front et votre main dans sa main, et sur ses lèvres vos lèvres. Mais il ne l'a pas embrassé, non. C'est du moins ce qu'il prétend. Un baiser, prétend Vasco, c'est quand les lèvres remuent, or il n'avait fait que les poser sur les siennes. Comme si, m'a dit Vasco,
Elle réclamait de la douceur. Et alors Tina, qui avait encore à la main l'exemplaire de Verlaine, l'a soudain lâché sur la table et s'est levée d'un seul coup. Vasco a cru qu'elle se détournait de ses lèvres et qu'elle allait partir sur le champ, et qu'il n'allait plus la revoir et qu'elle ne voudrait jamais plus lui adresser la parole. Au lieu de quoi, Tina s'est mise à lui parler un autre langage universel, immémorial, l'attrapant par la nuque et lui dévorant la bouche avec des gestes brouillons. Vasco avait une main sur la taille de Tina, l'autre derrière sa nuque, et c'est lui qui maintenant l'embrassait, dans le cou, sur les oreilles que le juge avait grandes ouvertes. Il m'écoutait lui raconter comment Vasco, qui avait Tina collée contre lui, a défait les derniers boutons de sa chemise entr'ouverte, comment il a voulu dégrafer son soutien-gorge, d'abord avec une main, puis avec l'autre, puis avec les deux à la fois, mais rien à faire, c'est un système de fermeture à 4 rangées d'agrafes, une vraie saloperie, ça demandait des calculs trop savants, des opérations trop complexes. Il m'écoutait lui dire enfin comment Vasco s'est contenté d'en glisser les bretelles, en sorte que Tina, qui portait toujours son soutien-gorge, avait quand même les seins nus. Il n'y a pas 36 moyens de faire l'amour. Pas dans la grande réserve en tout cas. Debout contre des étagères, ou bien allongé sur le sol, ou bien allongé sur la table. Les étagères étaient pleines de livres, le sol était dur, froid, incommode. Restait la table. On a tous déjà vu ça dans un film, un bureau encombré de dossiers qu'on débarrasse d'un grand revers de main pour tirer son petit coup entre collègues. Et bien sûr, on a tous pensé le faire au moins une fois. Et peut-être que vous aussi, sur ce bureau, j'ai ajouté, avec un sourire égrillard, mais le juge n'a pas relevé. Alors j'en suis revenue à Vasco qui s'est dit, pendant un instant, qu'il allait faire comme dans les films. Sauf que là, sur cette table, ça n'était pas de vulgaires dossiers qu'on pouvait envoyer valdinguer à l'autre bout de la pièce. C'était la Bible de Gutenberg. C'était les épreuves corrigées des Fleurs du Mal. C'était l'exemplaire original d'une saison en enfer. C'était celui des poèmes saturniens. C'était les livres les plus rares de la réserve des livres rares. Alors Vasco s'est détaché des lèvres de Tina pour lui dire « Rangeons-les ». Et bien voilà, c'est terminé. Je vous ai présenté donc 2 coups de cœur qui, je l'espère, vous donneront envie de venir vous plonger dans les 1001 livres de la médiathèque et peut-être d'emprunter ces 2 ouvrages que je viens de vous présenter. Et en ce qui me concerne, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo coup de cœur et cette fois-ci, je choisirai des essais. À bientôt!